Bonjour et bienvenue dans Ménopause & Co. Je suis Sophie, psychothérapeute, naturopathe. Dans ce podcast, on parle du corps des femmes après 40 ans, sans promesses miracles, sans discours culpabilisants et sans réduire ce que l'on vit à « c'est normal, c'est l'âge ma pauvre Lucette ». Ici, on cherche à comprendre, à mettre des mots sur ce qui bloque dans ta santé hormonale, à voir clair où beaucoup de femmes se sentent encore perdues, fatiguées, voire incomprises. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode, quand bien manger fatigue plus qu'il ne soigne. Il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle d'alimentation après 40 ans. Une impression presque paradoxale. D'un côté, on nous explique que mieux manger serait une véritable clé pour retrouver l'énergie, pour améliorer la digestion, pour réduire les douleurs diffuses, la fatigue qui s'installe. En gros, sur le papier, ça paraît presque magique. Et de l'autre côté, dans mes échanges avec vous, j'entends exactement l'inverse. Plus on essaie de bien manger, plus ça devient compliqué. Plus on s'informe, plus on doute. Plus on veut soutenir son corps, plus on a l'impression de se surveiller en permanence, voire même de se contraindre. Alors une question finit par émerger dans mon petit cerveau. Est-ce que manger plus sainement, voire anti-inflammatoire, est un vrai soutien? Ou est-ce que cela devient une prise de tête absolue? Dans le podcast précédent, on a parlé de cette pression invisible autour de la nourriture. Aujourd'hui, je te propose d'aller un tout petit peu plus loin. Non pas pour ajouter des règles supplémentaires, mais pour regarder les choses un peu différemment, avec un tout petit peu plus de lucidité. Le sujet n'est pas de savoir s'il faut manger low carb, faire du jeûne intermittent, adopter une alimentation anti-inflammatoire. La vraie question c'est, est-ce réellement aidant ou tu te lances dans une aventure perdue d'avance de faire tous ces efforts? On va commencer par cette première partie. Alors, quand est-ce que c'est un bon plan? Je ne fais pas durer le suspense. Oui, une alimentation plus saine peut être un vrai soutien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais derrière les bonnes choses, je dois ajouter, pas n'importe quand, ni n'importe comment. Elle aide quand elle simplifie la relation au corps, quand elle enlève de la tension, de la pression, au lieu d'en rajouter. Ces modes alimentaires, anti-inflammatoires et équilibrage, low carb, jeûne intermittent, ont tout un point commun. Tous ces modes alimentaires cherchent à ne pas sursolliciter un organisme déjà fatigué. Ils cherchent tous à stabiliser la glycémie et à privilégier des aliments plus digestes. Dans la vraie vie, ça ressemble à des repas très simples. Des légumes cuits, une source de protéines, un peu de glucides de qualité, de bonnes graisses, des cuissons contrôlées, douces, rien de spectaculaire. L'alimentation devient alors bénéfique quand la digestion s'apaise, quand l'énergie est plus stable, quand le corps tolère mieux les repas. Ce type d'alimentation est aussi aidant quand on comprend qu'un aliment n'est pas mauvais en soi, mais il peut devenir difficile à digérer sur un terrain déjà fragilisé par le stress ou le manque de sommeil. Dans ces moments-là, manger avec un de ces modes alimentaires, comme par exemple manger anti-inflammatoire, ressemble à un allègement, pas à une restriction. Normalement, on est d'accord sur le papier. Mais là où ça commence à se compliquer, c'est que ce qui soutient le corps dans un contexte peut devenir pesant dans un autre. Je m'explique. Quand on est fatigué, surchargé, sous pression, la moindre règle supplémentaire à notre quotidien peut devenir très très lourde. Le corps ne répond pas aux stratégies ponctuelles. On l'a déjà vu. Une semaine parfaite, suivie d'un retour au chaos total, ne suffira pas à faire l'équilibre. Ce qui aide vraiment, c'est une certaine régularité. On va commencer par là. Donc des repas globalement stables, des horaires à peu près cohérents, une continuité simple. Le problème apparaît quand l'alimentation prend trop de place. Quand on ne mange plus pour nourrir le corps, mais pour le corriger, pour compenser ou éviter de mal faire ou de regretter dans quelques années le poids accumulé. À ce moment-là, quelque chose se tend. Le mental s'active, la spontanéité disparaît totale. Et n'importe quel mode alimentaire peut alors devenir contraignant. Non pas parce qu'il est mauvais en soi, on est d'accord, mais parce qu'il est en train d'occuper trop d'espace dans une vie déjà chargée. Ce qui peut tout changer.
L'alimentation fonctionne quand elle s'intègre à la vie réelle, quand elle tient compte du travail, de la fatigue, des imprévus, et quand elle accompagne un rythme plus respectueux de votre quotidien. Elle devient réellement bénéfique quand elle soutient un terrain en train de se réguler. Mais l'équilibre est fragile, on le sait toutes. On commence avec l'envie de se sentir mieux dans son assiette, dans ses pantalons, dans son énergie, et puis on voit que ça commence à fonctionner, et sans s'en rendre compte, on va légèrement glisser, et l'alimentation devient une réponse à tout. Et des automatismes, des contraintes viendront s'installer. C'est de ce basculement-là que j'aimerais parler maintenant. C'est un basculement qui ne se fait pas brutalement, on ne s'en rend pas toujours compte. Il n'y a pas un moment précis où on s'est dit « Ah, là, ça devient trop, je crois que j'ai un peu trop dérapé ». Non, c'est beaucoup plus discret que ça. Et d'après ce que j'observe dans mes échanges avec vous, c'est que ça commence comme ça. Au départ, on ajuste simplement quelque chose. On remplace certains aliments, on teste, on observe sur soi pendant une semaine ou deux. L'intention de base est saine. L'intention de base se résume à se sentir mieux, retrouver de l'énergie, soulager la digestion. Et puis progressivement, au fur et à mesure des semaines, pour celles qui tiennent le coup, l'alimentation commence à occuper plus d'espace mental que ça devrait. On réfléchit davantage avant de manger, on crée parfois de la frustration en refusant même une invitation ou un petit plaisir quand on passe devant la boulangerie. On anticipe tous les effets possibles d'un potentiel dérapage. On cherche toujours la meilleure combinaison possible au niveau alimentaire. On se demande si c'est le bon moment, le bon choix, la bonne quantité. Sans s'en rendre compte, manger mobilise de plus en plus d'énergie intérieure. C'est pas encore une contrainte visible, c'est simplement devenu très présent, même peut-être trop présent. C'est très commenté intérieurement. Et déjà ça, c'est un premier signal. En parallèle, la liste des aliments à éviter s'allonge. Pas toujours parce qu'ils provoquent des symptômes nets, mais parce qu'ils sont associés à quelque chose de négatif, comme l'inflammation, la fatigue, le déséquilibre, la prise de poids. On ne les écoute plus vraiment, finalement, dans le corps, on les classe dans sa tête. Aliments qui ne sont pas bons. Et peu à peu, on ne mange plus seulement pour se nourrir, on mange pour prévenir, pour corriger, pour éviter de mal faire. L'assiette devient un espace de vigilance, alors que l'intention de base était quand même de bien faire. Et je te rassure, c'est toujours le cas, mais ça a déjà basculé. Le corps ne fonctionne pas avec des concepts, il réagit avec des états. Et ce mot « état » est important car c'est relatif à nos émotions qui engendrent eux-mêmes des comportements. Un état de détente facilite une digestion. Un état de tension freine une digestion. Et pourtant, beaucoup d'entre vous continuent à se dire que si elles font tout correctement, le résultat finira par arriver. Et elles font quoi, à votre avis ? Elles resserrent encore un peu plus le cadre. Elles contrôlent davantage, elles cherchent l'erreur. Mais plus le contrôle augmente, et moins le corps a envie de suivre. La digestion devient plus lente, les ballonnements persistent, la fatigue s'installe, l'irritabilité aussi. Et une question revient, je fais attention, je contrôle, je cadre, pourquoi ça va pas mieux ? Mais je crois que tu as déjà une réponse, c'est pas une question de volonté, c'est pas un échec personnel, c'est simplement que l'alimentation est en train de porter un rôle trop lourd. Elle tente de compenser un stress global, une charge mentale élevée, un rythme de vie qui laisse peu de place à la récup, et elle ne peut pas, à elle seule, remplir cette mission. Et là, on a deux choix possibles. Soit celui d'abandonner et de repartir à zéro avec tout le poids de la frustration en plus, ou soit on consulte un professionnel pour savoir où est-ce qu'on a commencé à déraper et où est le problème. Et je voudrais te montrer qu'il existe un autre signal, souvent négligé, c'est l'impact relationnel. Parce que lorsque manger différemment crée de la tension dans la famille, dans le couple ou lors des repas partagés, le coût émotionnel devient réel.
Tu penses peut-être que j'exagère le trait avec ce podcast? Ben non, pas du tout, parce que ce sont des observations qui sont faites sur le terrain, à travers vos propres mots. L'alimentation prend une place telle pour chacune d'entre vous. Quand tout va bien, c'est top. Quand ça va pas, ça a des conséquences directes. Anticiper des sorties avec appréhension, culpabiliser au moindre écart, entretient un niveau de stress qui, paradoxalement, nourrit ce qu'on cherche à apaiser. À ce stade, n'importe quel mode d'alimentation, qu'il soit anti-inflammatoire, low carb, ou le jeûne intermittent, ou tout autre mode alimentaire, n'est plus un soutien. Ouvrez les yeux. Si vous voulez faire des efforts au niveau de votre poids, de votre énergie, occupez-vous de votre terrain. Quand on fonctionne comme ça, c'est devenu un tel centre de gravité, ce mode alimentaire que l'on se contraint à faire, que la plupart du temps on lit sur un papier, parce que simplement on suit une liste d'aliments donnés par ce mode d'alimentation, on suit sans se préoccuper du reste. Et c'est devenu un tel centre de gravité que ça absorbe toute notre attention, ça concentre beaucoup trop d'attentes et d'espoir. Et c'est précisément là qu'il devient nécessaire de réajuster, en redonnant à l'alimentation sa juste place, et en s'occupant également de son terrain. À partir du moment où on comprend que l'inflammation au niveau du terrain ne dépend pas uniquement de l'assiette, est-ce que vous pouvez entendre que quelque chose peut se détendre? Vous déplacez le problème. L'alimentation, par exemple anti-inflammatoire, n'a plus besoin d'être portée comme solution absolue. Elle n'est ni un miracle, ni une contrainte à subir. C'est un outil, un levier parmi tant d'autres. Ce mode alimentaire, peu importe lequel vous prenez, fonctionne lorsqu'il soulage, lorsqu'il simplifie, lorsqu'il accompagne un terrain en train de s'apaiser. Il devient problématique lorsqu'il surajoute, lorsqu'il devient une exigence supplémentaire ou une tentative quelconque de compenser ce qui déborde ailleurs. Et on le sait très bien, après 40 ans, le corps ne demande pas plus de règles ou de contrôle. Il demande plus de cohérence, de régularité et de sécurité intérieure. Donnez-lui ça en premier et tout passera derrière. Parfois, le geste le plus anti-inflammatoire, on va prendre celui-là, n'est pas dans l'assiette. Il est dans le fait de relâcher un peu la pression, de simplifier, de cesser de se corriger en permanence. Pas parce que le corps ne se régule pas sous surveillance constante, mais parce qu'il se régule quand on lui laisse de l'espace. Si je devais résumer cet épisode, je ne te donnerai pas une règle alimentaire de plus. Je te laisserai avec une simple question. Est-ce que ce que tu mets en place pour ton corps t'aide vraiment ? Ou est-ce que cela te demande encore un effort supplémentaire ? Tout mode d'alimentation peut être un vrai soutien. Il peut stabiliser l'énergie, apaiser la digestion, alléger certains inconforts, mais seulement lorsqu'il reste à sa place. Ce que cet épisode t'invite à faire, ce n'est pas de manger mieux, au sens moral du terme, c'est d'écouter avec plus de justesse, et pas de te lancer dans un mode alimentaire sans avoir compris où est-ce que tu en es actuellement. C'est ça le fond de cet épisode. Observer ce qui apaise réellement, ce qui simplifie, ce qui enlève de la tension dans ton corps au lieu d'en ajouter. Parfois, le choix des meilleurs aliments n'est pas un aliment en plus ou en moins. C'est sortir d'une logique de performance et revenir à quelque chose de peut-être plus vivant, plus ajusté, plus respirable. Si cet épisode t'a permis de relâcher un peu la pression, alors je suis ravie, il a déjà rempli son rôle. Dans le prochain épisode, on parlera des carences après 40 ans, de leur impact et comment agir. On se retrouve très bientôt dans Ménopause & Co pour continuer à y voir clair là où ça bloque encore.